La Ligue des États arabes, fondée en 1945, déclare qu'elle ne compatit pas moins que quiconque aux souffrances que les Juifs ont endurées en Europe du fait d'États dictatoriaux, mais que les Arabes de Palestine, musulmans et chrétiens, ne doivent pas en devenir maintenant les victimes. Elle réclame l'indépendance de la Palestine unie. Les images, souvent montrées du drame de l'Exodus en juillet 1947, ont contribué à mettre l'opinion occidentale en condition, mais nullement à lui faire comprendre que le malheur des uns provoque aussi le malheur des autres. La réalité du peuple palestinien serait-elle effacée par la détresse des immigrants clandestins? Faut-il diviser la Palestine pour créer un État juif? À l'ONU, les États arabes se prononcent contre le plan de partage. Au nom de l'Arabie saoudite, le prince Faisal défend leurs droits. We will proceed the roll call. Ethiopia, abstain. France, yes. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. The United States, yes. Yemen, no. Le partage est voté par l'Assemblée générale de l'ONU le 29 novembre 1947. Alors que la guérilla se poursuit, le gouvernement britannique annonce qu'il retire ses forces de Palestine, le mandat ayant pris fin. Ben Gourion proclame à Tel Aviv la naissance de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Ibn Saoud et Farouk, les Arabes bafoués, réagissent. La Légion arabe, toujours commandée par Gloub Pacha, défile devant le roi Abdallah de Jordanie. Les armées arabes, séparées les unes des autres, se lancent dans une guerre pour laquelle elles sont mal préparées, face au moral, à la détermination et à l'organisation des combattants israéliens. En outre, ceux-ci ont l'avantage d'utiliser des lignes de communication bien plus courtes. Le massacre de villageois, à Der Yassin, par la Haganah et le groupe Stern, a semé la terreur dans la population palestinienne et s'inscrit dans la mémoire collective des réfugiés. Pour arrêter les combats, l'ONU envoie une mission de médiation que dirige le président de la Croix-Rouge suédoise, le comte Bernadotte. Il propose comme solution la création d'une union fédérale israélo-arabe englobant toute la Palestine. Mais il se heurte aux maximalistes des deux bords. Tandis que les frères musulmans égyptiens envoient des partisans dans le Sinaï, la vieille ville de Jérusalem est cruellement disputée. La Légion arabe s'assure la maîtrise de ses ruelles. Gloub Pacha est là. Le médiateur de l'ONU cherche inlassablement une conciliation. Il insiste sur le droit des réfugiés à regagner leur foyer. Il est violemment calomnié par une partie de la presse israélienne. Le 17 septembre 1948, Bernadotte est assassiné à Jérusalem par des hommes portant l'uniforme israélien. La résistance arabe a été vaine, il faut panser les blessures, Israël l'emporte. Les combats cessent progressivement au début de 1949. Des armistices sont signés à Rhodes, entre Israël et les différents États arabes ayant fait la guerre. Abdallah de Jordanie intègre à son royaume les territoires cisjordaniens, avec les lieux saints de Jérusalem. Il peut aller prier à la mosquée d'Al-Aqsa. Il y sera assassiné par un Palestinien en 1951. Tout juif a le droit de venir s'installer dans le nouvel État israélien. La société s'y militarise pour assurer sa sécurité. Elle manœuvre avec fierté. L'État d'Israël, enclave dans l'Orient arabe, est admis à l'ONU. Les représentants des États arabes quittent la salle en signe de protestation, mais Abba Eban s'installe. Le problème des réfugiés palestiniens n'en est pas pour autant réglé. Le gouvernement israélien s'oppose à ce qu'ils regagnent leurs terres et leurs maisons.
La génération des camps donnera des militants et des ingénieurs. Ayant tout perdu sauf son identité, elle investit dans le savoir et dans la lutte pour sa survie. Face à eux, Israël organise des ponts aériens pour amener des Juifs d'Irak, du Yémen et du Maghreb. À Londres, en 1950, les puissances occidentales décident de limiter les ventes d'armes aux pays arabes et à Israël pour garantir les frontières acquises. Les Arabes s'estiment brimés. Les États-Unis suivent la doctrine du président Truman pour endiguer la pression soviétique. La Turquie, qui a repoussé les exigences de Staline depuis 1945, est admise dans l'Alliance Atlantique en 1952. Son nouveau Premier ministre, Menderes, a écarté les kémalistes et gagne la confiance des démocraties occidentales. Son armée reçoit du matériel américain moderne. Mais les chevauchés rappellent encore l'aventure des steppes. Il s'agit aussi de surveiller l'Iran et son pétrole, que l'URSS voudrait en partie contrôler. Or, la raffinerie d'Abadan approvisionne l'Europe occidentale. Dès 1946, l'habile Premier ministre iranien, Gavam, reçu à Moscou par Molotov, a négocié le départ définitif des troupes soviétiques d'Iran. En même temps, il rétablit la souveraineté de son pays sur l'Azerbaïdjan et le Kurdistan iranien. Mossadegh, grand propriétaire terrien, réapparaît sur la scène politique en demandant la nationalisation de l'anglo-iranienne. Soutenu par l'enthousiasme populaire, il devient Premier ministre en 1951 et réalise son programme. Il trouve un appui précieux auprès de la masse des croyants musulmans grâce aux religieux chiites qui sont hostiles à la présence économique étrangère. L'Iran subit alors le boycott de son pétrole. La flotte britannique surveille le golfe Persique. Mossadegh, qui sait soigner son image, est privé de ressources. Il se rend aux États-Unis pour plaider sa cause à l'ONU et obtenir un prêt américain. En vain. La nouvelle administration américaine se méfie du Toudeh, le parti communiste iranien qui, après avoir attaqué Mossadegh, a choisi de le soutenir contre les États-Unis. En août 1953, le général Zahedi renverse Mossadegh avec l'aide de la CIA. Les manifestations anti-monarchistes sont réprimées par l'armée. Mossadegh est arrêté et jugé. Physiquement affaibli, il retrouve devant ses juges une belle énergie pour justifier sa politique. Au Moyen-Orient, il devient un symbole pour ceux qui veulent assurer leur indépendance en limitant la présence des intérêts occidentaux. En Égypte, Farouk peut méditer sur ce thème. Le gouvernement doit dénoncer le traité de 1936. Sous la statue de Suleiman Pacha, les Kérotes manifestent contre la présence de l'armée britannique dans la zone du canal de Suez. Pour protéger cette artère, la Grande-Bretagne concentre 75 000 hommes. De leur côté, les frères musulmans envoient des volontaires mal armés combattre cette occupation. La traque des suspects, la recherche des armes et la répression menée par les Britanniques accroissent l'hostilité contre eux. Les barbelés n'arrêtent pas la décolonisation en marche. Des familles européennes sont rapatriées par prudence. L'armée britannique se déploie dans les rues d'Ismaïlia. En janvier 1952, elle s'y empare de la caserne des Boulouk Nizam, auxiliaires de la police égyptienne. Cette attaque soulève le Caire, où des incendies éclatent.
De jeunes officiers, estimant avoir été trahis en 48-49 face à Israël, sont convaincus que la grande lutte est maintenant en Égypte. Ils se nomment officiers libres et s'organisent en secret. Cheikhs musulmans et prêtres coptes participent au mouvement. Le 23 juillet 1952, l'armée égyptienne prend le pouvoir. Les révolutionnaires placent à leur tête le général Neguib. Très populaire, il est follement acclamé par les foules. Mais le vrai chef, c'est Nasser. Farouk abdique et part pour l'exil. En Irak, l'augmentation des revenus pétroliers permet au gouvernement de la monarchie hachémite de promouvoir de grands travaux. Malgré le faste de l'intronisation de Faisal II, le 2 mai 1953, l'opposition dénonce bruyamment la corruption du pouvoir et son asservissement. Le même jour, Hussein, cousin de Faisal, devient roi de Jordanie. Il a 17 ans. Les Occidentaux doivent faire face à la montée des mouvements nationaux et anti-impérialistes dans le monde arabe. Le secrétaire d'État américain John Foster Dulles tente de mener son jeu en Égypte. Le lion britannique a-t-il encore la force de garder le canal de Suez? Le peuple du Caire attend les miracles autour de la vieille mosquée d'Al-Azhar. La ville bouillonne de sa croissance démographique qui appelle un sursaut économique. Nasser, lui aussi, est né dans une famille d'origine rurale. Devenu le maître, il proclame une réforme agraire qui lui permet de distribuer la terre aux paysans et d'éliminer par là même la puissance des grands propriétaires fonciers. Il est devenu assez fort pour démanteler la confrérie des frères musulmans, accusés d'avoir organisé un attentat. Mais on écoute les femmes, jeûnant pour leurs droits. Les États-Unis ont fait pression sur la Grande-Bretagne pour qu'elle signe avec l'Égypte en juillet 1954 un accord prévoyant l'évacuation de la zone du canal de Suez dans les 20 mois. Quel soulagement pour les Égyptiens. Les troupes britanniques occupent cet axe depuis 1882. Elles rembarquent enfin. Même si les manifestations du parti unique au pouvoir sont idéologiquement bien encadrées, Nasser commence à incarner les espoirs arabes. Sa radio, la voix des Arabes, se fait entendre du Golfe à l'Atlantique. Les accrochages qui ont lieu dans la bande de Gaza rappellent les ambitions israéliennes et le sort des Palestiniens. Faut-il être toujours humilié? L'Égypte a besoin d'un armement moderne. Où le trouver? Nasser a refusé d'adhérer au pacte de Bagdad pour ne pas être soumis à une stratégie occidentale. Mais en avril 1955, il se rend à la conférence afro-asiatique de Bandung. L'Indonésien Soekarno lui donne l'occasion de s'imposer sur la scène internationale. Nehru, au fait de sa célébrité, l'initie au non-alignement. Pour obtenir les armes que ne lui vendent pas les Occidentaux, Chou En-lai lui conseille de s'adresser à l'Union soviétique. Le marché est conclu. L'URSS accroît son rôle au Caire et au Moyen-Orient. Dès juin 1956, l'armée égyptienne parade avec des armes tchèques d'origine soviétique. Nasser projette aussi de construire à Assouan un haut barrage sur le Nil pour irriguer, électrifier et mobiliser l'énergie nationale. L'Occident lui refuse le prêt nécessaire. Pour faire payer le barrage par le canal, il nationalise la compagnie du canal de Suez le 26 juillet 1956. L'ovation populaire vient du plus profond de l'âme. Fierté récupérée, le canal sera géré par des Égyptiens. À Londres, les Anglais et les Français dépossédés de la compagnie réunissent une conférence des usagers qui propose l'internationalisation du canal. Nasser repousse avec ironie cette colonisation internationale. Israël attaque le 29 octobre 1956.
La nationalisation de la Compagnie du Canal vaut-elle cette guerre? Les dirigeants israéliens se sont secrètement concertés avec les gouvernements français et anglais pour qu'une opération militaire conjointe soit déclenchée contre l'Égypte. Le but d'Israël est d'anéantir une armée arabe que le matériel soviétique risque de rendre efficace. La Grande-Bretagne songe encore à protéger ses dernières possessions impériales. La France, plongée dans la guerre en Algérie, veut arrêter l'aide que le FLN reçoit de l'Égypte. Les explications que les coalisés fournissent au Conseil de sécurité de l'ONU sont poussives. Les Anglais et les Français opèrent à partir de bases installées à Chypre et à Malte. Les Israéliens investissent la bande de Gaza et surveillent une population à nouveau humiliée. Moshe Dayan est dans le Sinaï. Il reçoit la reddition d'un général égyptien. Les soldats israéliens sont fiers d'exhiber le matériel soviétique capturé. Les parachutistes français et les commandos de débarquement anglais entrent en action. Le commandement britannique se croit encore en 1944. Pendant que les chars soviétiques achèvent d'écraser le soulèvement hongrois à Budapest, les armées anglaises et françaises tirent à Port Saïd. Les Égyptiens ont obstrué l'entrée du canal en y coulant des bateaux. La statue de Ferdinand de Lesseps sera dynamitée à son tour. D'ultimes parachutages français exaspèrent les Américains et alimentent la propagande soviétique au Moyen-Orient. Dès le 2 novembre 1956, les États-Unis ont fait adopter par l'Assemblée générale des Nations unies une résolution exigeant l'arrêt des hostilités et le retrait des forces israéliennes du Sinaï. Golda Meir annonce l'acceptation de son pays. Burns vient installer la force de l'ONU qui est constituée pour s'interposer entre l'Égypte et Israël dans le Sinaï. Les casques bleus sont acclamés comme des libérateurs. La défaite militaire s'est transformée pour les Égyptiens en un grand succès politique. Les Israéliens évacuent. Les troupes britanniques et françaises suivent. Cette triste expédition précipite la fin des empires coloniaux. Nasser est devenu le héros du nationalisme arabe. Port Saïd, Alexandrie, les Européens rentrent chez eux.